Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Eh oui, il y en a une, évidemment. On va pas rester silencieux sur ce qui se passe. Ne serait-ce que pour vous donner un petit peu mon opinion sur, sur les événements. Il y a un gars en commentaire qui me dit que j'ai capitulé. J'ai pas capitulé sur le Bitcoin, hein. J'ai capitulé sur le fait de vous donner un pronostic quotidien sur les mouvements de par la situation géopolitique et macroéconomique. Cela dit, et j'ai dit, si jamais il y a des indicateurs techniques, je reviens. Donc si j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. Si j'ai quelque chose à dire, je viens. C'est pas de la capitulation, ça. C'est simplement de l'honnêteté. De plus, j'ai suffisamment le souci de votre cul pour venir faire une météo plutôt que vous d'attendre que vous veniez payer un Patreon simplement pour que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Donc après, si vous voulez rejoindre le Patreon, venez parce que c'est bien. C'est le premier jour du mois, c'est super pour ça. Et les marchés difficiles, justement qu'on ne doit pas se mettre à risque, c'est des bonnes périodes pour justement apprendre. Donc viendez. Voilà. Bon, maintenant qu'on est ici, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Donc hier, il y a eu un short squeeze, on va dire. Mais c'est pas seulement un short squeeze, c'est globalement une session US qui était particulièrement haussière, qui est venue ravaler le gap susnommé hein, hier. C'est-à-dire non. Attendez, hop, on va virer Ishimoku. Non, on ne laissera pas ça non bouché. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on est venu au contact et rejet bearish. On aurait pu attendre un dégueulis de l'enfer hein, après ça, complètement. Surtout que c'est là où on a eu de la news qui est tombée, on a eu la news de la rencontre Poutine-Ukraine, donc Tandax-Nucipax. On a eu cette demande de l'Ukraine pour pouvoir intégrer l'Union Européenne et globalement nous faire tous rentrer en guerre avec eux. C'est super. Voilà. Mais malgré tout, les marchés vont à la hausse. Et comme j'avais dit, c'était la semaine dernière et tout, je ne vais pas acheter à faiblesse, mais s'il y a des signes de force, eh ben, ce serait des signes forcément aussi de déni. Ça veut dire les gens qui disent « Ouais, mais pourquoi ça monte? Ça doit descendre. » Et on a déjà connu ça plusieurs fois, en particulier pendant le crash Covid 2020. C'est-à-dire ça commence à monter et puis personne ne comprend, tout le monde se fait prendre à revers parce que l'économie n'est jamais portée aussi mal. Je vous rappelle un petit peu, c'est comment Cramer, Dow Jones, le record de gains sur le Dow Jones alors qu'on avait un record de jobs qui ont été perdus. Donc malheureusement, les marchés ne sont pas forcément rationnels, ou en tout cas, ils n'ont pas l'air d'être rationnels. Et ils price autre chose. Alors je ne peux pas dire avec certitude qu'on va continuer vers le haut, puisque de toute façon, on est toujours dans cette situation d'incertaine, de possible guerre mondiale, de tensions, d'événements qui peuvent tomber à tout moment, de gens qui peuvent appuyer sur des boutons rouges et faire chier tout le monde. Mais globalement, on voit de la force, et on voit de la force, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Le problème avec ça, c'est que, ok, il y a le short squeeze, et que normalement, ce qu'on a peut-être un petit peu connu ici, si vous vous rappelez, c'est pendant que c'était un petit peu le désespoir global, ici, il y a eu la remontada, et ensuite, le pourquoi ça monte, hein, le fameux pourquoi ça monte de tous les traders novices. Ah, ben pourquoi ça monte? Et évidemment, la rationalisation qui vient après. Je relie mes 3 neurones les plus proches et avec les milliardaires qui ont fait les bagues, on nous sert le narratif le plus évident. Le narratif le plus évident ici, c'était « Ouais, c'est l'ETF ». Voilà. Donc le rallye ETF. Mais le narratif n'est qu'un prétexte. Le prix fait bien ce qu'il veut, ceux qui font leur bague font bien ce qu'ils veulent, et en général, le narratif, c'est plus ou moins à accompagner un move. Bon, là, de ce que je vois dans le chat, le narratif le plus évident, c'est les Russes qui achètent pour se protéger du rouble. Alors, super. C'est que moi, je connais des Russes, et j'aurais demandé, comme hier avant la pump, je dis, comment vous faites pour vous protéger de la chute du rouble? Bah, le mec, il dit non, j'ai trop perdu, j'attends que ça remonte. C'est le premier, et pareil pour un autre, il n'était pas du tout dans le Bitcoin.
Alors, ok, c'est un super narratif et personnellement, moi je serais russe, il n'y a pas photo, je passe all-in Bitcoin, il n'y a pas photo. Mais sachez que c'est pas parce que c'est le narratif le plus évident que c'est le vrai narratif. Et du coup, ça en est fichtrement beaucoup plus inquiétant. Alors, du coup, là, je donne que mon opinion. Et je ne suis pas détenteur de la vérité. Hein. Je ne suis qu'une fenêtre, un hublot sur ma perception du monde et celle que vous venez voir ici dans cette méthode du Bitcoin. Donc, dans le Fantafit ce matin, très tôt, je vous ai partagé, 6h50, le nombre d'adresses qui hold 100 coins de Bitcoin, 100 Bitcoin. Donc, hier, globalement, il y a des gens qui ont acheté un maximum d'adresses, plus de 300 adresses qui ont acheté. C'est très significatif, plus de 100 coins, donc c'est quand même balèze. Et 1000 coins et plus, on a eu 150, plus de 100. En fait, ce sont des adresses de plus de 1000 coins qui ont explosé hier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, moi personnellement, les narratifs, je m'en méfie. Les narratifs, c'est des trucs qui... Tu bouges le prix, et puis les gens s'inventent une belle histoire, et puis ça y est, tout le monde court après. Donc là, par exemple, le narratif ETF, bon, on pouvait dire, ok, c'est juste pour justifier que le prix monte. Là, vous voyez, ça pousse, pof, accumulation, paf, ça monte un peu, ça distribue, et les mecs, ils raillent de leur longue. Donc ils ont pris profit sur leur spot et ils raillent de leur longue. Mais globalement, on était dans une phase de distribution depuis janvier. Hein, depuis là, ça commençait à bien distribuer les grosses adresses. Ça n'avait pas changé, il n'y a pas eu de phase de réaccumulation ici. Là, il y a eu un push, mais comme on peut voir, il n'y avait pas vraiment de phase de réaccumulation. Là, il y a un truc là. Là, oui, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas rien du tout. C'est une grosse divergence entre le prix ici et le prix ici par rapport au nombre de coins qui sont dans des adresses de 1000 et plus et ceux qui ont acheté. Donc là, globalement, il y a les rats qui quittent le navire. Est-ce qu'on peut dire avec certitude que c'est des Russes? Non. Non. Mais à la limite, on s'en fout. Parce que ça se trouve, c'est plus grave que ça. Ça se trouve, c'est plus grave. Ça se trouve, c'est Tether qui est dans la merde. Ça se trouve, c'est les institutions qui disent « Oh shit, il faut qu'on se protège ». De la valeur fiat, c'est des gens qui savent que les banques vont s'effondrer, ça peut être plein de trucs, mais clairement, là, il y a quand même eu une masse de thunes qui est rentrée, et qui, malheureusement, et c'était un peu le thème de hier, où j'ai secoué les bretelles de quelqu'un qui était en mode parieur dégénéré pendant l'apocalypse, je lui expliquais, ok, tu crois pas dans, tu penses qu'il faut acheter du Bitcoin et tout, si c'est pour te préserver d'un effondrement bancaire, ou alors d'une tyrannie, ça veut dire on a vu un petit peu comment les Russes, parce qu'ils n'étaient pas bons copains, on les a virés du réseau SWIFT, qu'on parle de piquer leur compte bancaire et compagnie, donc voilà, tout est possible, disons. Mais dans le monde qui vient, la libre utilisation, dans un monde de crypto-euro, crypto-dollar, la libre utilisation de la monnaie, elle sera très contrôlée. Tu pourras dépenser que dans les magasins bien, ça veut dire probablement pro-gouvernement, et tu pourras dépenser que si tu es un bon citoyen avec des bonnes notes sociales et tout. C'est triste, mais ça nous pend au nez. Donc c'est de la monnaie ultra contrôlée. Donc là, on est dans le cas où tu as des monnaies, les 10K+, j'ai pas vu Max, mais tu pourrais chercher. D'un côté, on a des monnaies qui sont susceptibles, dans les conditions actuelles, de continuer à se dévaluer. Bon, ça, c'est pas nouveau. On a des pays donc importants qui commencent à voir leur monnaie partir en fumée. Bon, ça, c'est assez nouveau, que ça soit une grosse puissance comme ça. Bon, après, le rouble, c'est pas là, j'ai jamais vu le rouble comme une valeur refuge, mais de point à perdre tout ça d'un coup, c'est quand même relativement inquiétant. Et globalement, on a commencé à avoir des bank runs. On a vu Trudeau qui disait « Ouais, si vous faites des manifestations, on va vous piquer vos comptes en banque. » Ok, le mec, tu vois, il a une belle gueule, mais n'empêche qu'il est un petit peu totalitaire sur les bords. Donc en tout cas, d'un point de vue de la liberté, de la dépense et tout,
On est dans le cas où il y a des gens qui ont mis gros hier sur le Bitcoin, alors qu'a priori c'était pas prévu. Vous avez vu, il y a un petit effet surprise. C'est hier, ils ont décidé, c'est important. C'était pas une lente et longue accumulation de surprises, de machin et tout. C'est hier, globalement, il y a des gens qui se sont dit, ok, c'est le moment d'y aller gros. Le truc, c'est que pour moi, ça ressemble à des rats qui quittent le navire. Il y a une notion d'urgence. Tu vois, quand tu accumules, normalement, tu prends ton temps. Tu vas pas faire bouger le prix de 15%. Non, là, il y avait urgence. Donc, peut-être russe, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça me pose question. Et ça me pose question au point où, dans mon capital qui est actuellement en USDT, je me dis, ok, il y a quand même une portion qui doit partir en Bitcoin pour des questions de survie. C'est-à-dire que ça gagne, que ça perde. Oui, Poutine, il peut dire une merde. Oui, il y a une guerre mondiale qui peut se déclencher. Oui, il y a peut-être 30 ou 40% qui peut être perdu en un instant. Mais a priori, il y a des gros sous qui pensent que leur argent, il est mieux placé dans le Bitcoin et qu'il faut un budget effondrement. Et actuellement, je suis obligé donc de considérer qu'une partie de mon capital va être potentiellement exposée à la perte parce que je me dis, ok, il y a des gens qui pensent peut-être que le Bitcoin, c'est pas seulement là une histoire de play spéculatif, mais que le fait que ça soit incensurable, inconfiscable, pas besoin de permission et sécure et décentralisé, ben, c'est important. Et du coup, on est dans le cadre où je pense qu'il faut un budget, voilà, qu'il faut que je conserve un budget Bitcoin. Un budget Bitcoin qui doit être considéré pour ce qu'il fait, c'est-à-dire sa fonction. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas le savoir, le Savoyard. Je ne pense pas que c'est les Ukrainiens, mais les adresses, ils ne nous disent pas à qui c'est. Moi, j'ai pas les KYC de tout le monde. Ça peut être n'importe qui, ça peut être des banques, ça peut être... c'est des gens qui savent, ou en tout cas, cela dit, c'est significatif. C'est pas seulement un narratif. Je veux dire, CZ ou FTX, ils auraient très bien pu pomper le Bitcoin et les gens peuvent dire « Ouais, bah, c'est les Russes qui achètent. » Sauf que là, il y a des achats. Il y a un record d'achats depuis perpète. C'est pas arrivé depuis presque un an, cette quantité-là. Il y a des gens qui ont dit « Ouais, il faut prendre tout ce qu'il y a. » Donc, à mon avis, ça reste quand même significatif. Maintenant, exactement, les rats quittent le navire. Moi, ça ressemble exactement à ça. C'est les rats quittent le navire. Et donc, en matière de crypto, le plus safe, c'est le Bitcoin. Voilà. En dehors de la spéculation. Maintenant, si on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des indices, voilà, pour l'instant, c'est haussier. Bon, c'est haussier, c'est le matin. Est-ce que la session de Londres, elle va être baissière? Peut-être. Est-ce que la session de New York, ça va tout inverser? Peut-être. Mais on commence à avoir des signes fondamentaux que l'économie, ça va très très mal. On pourrait se mettre en doute que dire, bon, peut-être que la Fed va reculer. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui price ça, qui disent la Fed va reculer. Et ils ne vont pas augmenter les taux d'intérêt, c'est trop tendu. Possible. Là, hier, j'ai vu que Zoom a encore perdu 12%. Dans tous les cas, l'économie américaine, elle est relativement pas bien. Donc là, au-delà de la spéculation en tant que citoyen du monde, qui est avec un potentiel effondrement économique international, c'est peut-être le moment d'avoir des pâtes chez soi, des boîtes de pâté, comme on disait hier, du bitcoin, de l'or, de l'argent, enfin des trucs, et puis du cash, parce que si jamais il y a des bank runs, tu pourras pas retirer du cash. Ça fait comme c'était où? C'était dans des pays du Moyen-Orient où les mecs ils pouvaient retirer que 200 balles par semaine. Ils faisaient la queue pendant des heures. Et du pinard pour le troc. Et pour la joie. Ok, donc
Voilà. Donc après, est-ce que ça veut dire que ça va monter? Pas sûr. Maintenant. Maintenant. Donc là, on follow the money. On follow the money. Personnellement, je me dis, ok, on est dans un... Il n'y a rien qu'à changer. Il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des crashs. Ok, pour l'instant, les indices price à la hausse. Ils sont plutôt bullish. Ils veulent monter. À noter que vous regardez qu'ici, on fait des plus bas creux, mais que de l'autre côté, on a un Bitcoin qui fait des plus hauts creux. Donc, il est quand même vachement plus bullish en comparaison. Donc, on a un marché du Bitcoin qui, déjà à la base, était beaucoup plus bullish parce que lui n'avait pas perdu ses lots. Et là, alors que les indices retrouvent du poil de la bête, eh ben, Bitcoin encore plus. Bitcoin encore plus. Ici, c'était la même. Hein. Le Bitcoin avait lead la montée le 29 septembre 2020. Vous avez vu, on était encore en phase de baisse. Donc on a un leading indicator au niveau du Bitcoin ici. Ça ne veut pas forcément dire que c'est gagné. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et au-delà du play spéculatif, de dire ouais, on est des petits malins, on va timer les marchés, on va timer l'incertitude et la guerre. Là, je pense qu'il y a juste un signal qui dit attention, de par l'utilité, il en faut peut-être. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Maintenant, au niveau des indicateurs, en daily Ishimoku, paf, clôture au-dessus du nuage. Waouh, waouh, twist de nuage. Il nous manque juste Tenkan Kijun pour avoir un setup qu'on appelle Kumo Breakout chez nous, qui rejoint 5 indications différentes. Donc là, il en manque une, c'est le croisement Tenkan Kijun. Mais ça ne saurait tarder, parce que ce machin-là, ça devient un support. Putain, je préférerais presque être sur le S&P 500 que sur du Bitcoin. Hein. Bon, le S&P 500 qui part vertical, là. Donc, session européenne. Oh là 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 là. Alors, autre chose, est-ce qu'on price la paix? Possible. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir s'il y avait des news. Mais en général, le marché essaye de pricer à l'avance des choses qui ne sont pas arrivées. Mais ici, comme vous pouvez le constater, c'est pas baissier. C'est pas baissier, ça. On repasse en mode risque. Il y a des gens qui se repositionnent en mode risque. Et il n'y a pas le temps de niaiser. Alors, comment ils arrivaient à pricer la paix? Alors, Morgiver dire comment tu peux arriver à pricer la paix? Déjà, tu as des insiders. Tu as ceux qui ont les infos avant toi. Mais aussi, c'est que quand, par exemple, il y a quelque chose de très grave qui va arriver, le principe est le suivant, c'est tu vends la rumeur et tu achètes la news. Ça veut dire que quand tous les trucs affreux sont arrivés et qu'on sait qu'ils sont arrivés et que le dernier des pélos ou des pégus, il a paniqué, eh ben, on va marcher va dans une autre direction en attendant de pricer l'événement positif qui n'est pas encore dans le prix. Le job du trader, c'est d'anticiper ce qui va se passer avant. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de pricer là? Est-ce qu'ils sont en train de pricer qu'il n'y aura pas d'augmentation des autres d'intérêt? Est-ce qu'ils sont en train de pricer la paix? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des gens qui savent. Maintenant, techniquement, c'est bullish. Donc, ici, au niveau des liquidations, moi, j'ai des liquidations qui attendent. Bon, forcément, on les voit, hein, c'est au-dessus des stops. Donc, il y a pas mal de stops qui doivent attendre au niveau des 46 000, 44 000. Ça peut encore monter. On peut range un petit peu. Il manque ce petit twist de Tenkan Kijun. Mais à la limite, c'est pas trop grave. C'est quand même plutôt positif pour un changement de tendance, puisqu'on vient de passer des résistances fortes. Et au niveau 12 heures, pareil, il manque pas grand chose. Il manque la Kijun, la Chikou au-dessus du prix, c'est vraiment pas grand chose. Et on aurait potentiellement un gros setup de renversement de tendance. Donc personnellement, les renversements de tendance Ishimoku, je les traite effectivement avec confiance parce que je suis ok, j'essaie d'être contrariant sur des points extrêmes. Mais quand on est encore sur des niveaux qui paraissent relativement bas et qu'on a des signes de renversement de tendance, eh ben, je vais les trade.
Je vais les trade sans trop d'hésitation. Donc là pour l'instant je parle juste de Bitcoin, je parle pas de spéculation, je parle juste de Bitcoin comme outil en situation délicate de perte de liberté et d'effondrement monétaire. Au niveau des signaux techniques, on commence à avoir des signes qu'on va à la hausse. Il pourrait y avoir des mèches, des turbulences, mais à mon avis, il devrait être racheté. Il devrait être racheté. Et voilà. Donc pour l'instant, on est dans la phase choc et stupeur. Ça va à la hausse et les gens ne comprennent pas. Ça, c'est boule quand même. Alors, on a les augmentations de taux d'intérêt qui devraient arriver au mois de mars, mais a priori, le marché, on n'a rien à battre. Euro-USD. Ça rebondit un petit peu. Normal, je pense que c'est le... Non, c'est le dollar qui hésite un peu. Voilà, bah écoutez, hein, sinon c'est ça. C'est que, bon, il y a acheteurs, il y a des signaux techniques de renversement de tendance. Et on a des indices boursiers qui sont plutôt haussiers. Et la question, c'est pourquoi. Le pourquoi, on le saura qu'à la fin. Ce sera l'explication qui sera donnée par la majorité. Maintenant, ce qui compte, c'est réagir. Je vois que on pourrait très bien avoir une petite mèche là dans les 42 500 pour petite mèche dans les 42 500 si vous voulez pas acheter la montée. Mais a priori aussi ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire que c'est intéressant d'acheter des alts. Je pense que c'est la première chose que les gens vont penser, la grande majorité. Mais ce que nous montre Glassnode ici, c'est que c'est le Bitcoin qui a été acheté. C'est pas des alts. Et j'aimerais simplement rappeler. Donc là, si c'est l'utilité qui va être prisée, donc dans ce cas-là, moi c'est Focus Bitcoin, c'est pas alt. Mais bon, je peux me tromper, hein, c'est pas la première fois. Pour la petite anecdote, quand on a eu 2019 ici, la montée là, ça criait halte saison, toutes les bougies vertes. Et elle n'a pas eu lieu. La vraie halte saison a commencé, les premiers soubresauts ont commencé en janvier 2020. Donc les soubresauts de surperformance. Avant ça, ça a été que des gens qui criaient la halte saison, drogués à la pump, qui ont complètement souffert de voir leur stack de BTC diminuer en comparaison. Donc ça ne veut pas dire que ça va baisser, hein, les alts. Elles pourraient être tractées par un BTC bullish. Mais à mon avis, dans ce genre d'environnement, si je me mets à la place d'un professionnel de style gros budget, je vais acheter de la force. Et actuellement, la force, si on regarde un petit peu ce qui a été le plus fort récemment, là c'est Mr Bitcoin. Donc voilà. Ah non, il y a Luna. Mais Luna, j'y touche pas.